Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux et très honoré d'animer cette dernière table ronde. Je vais me présenter, je suis Stéphane Brunery, je suis le créateur de Strip Food. Strip Food, c'est un média professionnel, un site en ligne sur l'alimentation qui traite des enjeux un peu de la fourche à la fourchette, qui est accessible pour les professionnels, mais aussi pour les mangeurs, hein, donc vous pouvez vous y abonner. Mes sujets d'expertise, c'est vraiment le marketing, l'innovation et les tendances. Et j'ai créé un cahier de tendances qui s'appelle Food Paradoxa pour inviter les entreprises à réfléchir aux tendances et à s'en emparer. Alors la question qui nous est posée, à quoi ressemblera la cuisine dans 20 ans, est pas simple, hein, clairement, dans un monde où l'incertitude est devenue la nouvelle norme. Mais j'ai la chance d'avoir autour de moi 4 intervenants pour éclairer cette question et je vais vous les présenter. Aurélie Dassini, à ma gauche. Vous avez créé votre start-up de cours de cuisine et après vous avez fondé Verifoodie, qui est une société où vous accompagnez des professionnels de l'agroalimentaire et de la restauration dans la création de gammes de produits innovants. Et votre conviction, c'est que l'innovation agroalimentaire peut répondre aux besoins de demain en créant des produits à la fois gourmands, durables et en phase avec les valeurs des consommateurs. Voilà. Et vous êtes basé à Lyon. À ma gauche, Christophe Lavelle. Vous êtes chercheur au CNRS et au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Vous êtes spécialiste de l'alimentation. Vous enseignez l'anthropologie et la physiochimie au sein de nombreuses universités et écoles et vous co-signez de nombreux ouvrages, donc Je mange, donc je suis, Molécules, la science dans l'assiette et dernièrement à la découverte des vins géorgiens. À ma droite, David Giron, le local de l'étape, spécialiste de nutrition et du métabolisme des insectes. Vous êtes du coup directeur de recherche au CNRS et vous dirigez plus précisément depuis 2015 l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte qui est basé à Tours. Fleuron international de la recherche en entomologie. Vous animez un groupe de recherche sur la production d'insectes à finalité alimentaire, associant collaborateurs européens et internationaux. Et enfin à ma droite, notre président des 20e rencontres François Rabelais, qu'on ne présente plus, mais je vais quand même le représenter, Christophe Hay, à la tête du restaurant gastronomique Fleur de Loire à Blois, qui s'est vu attribuer 2 étoiles rouges Michelin et 1 étoile verte au guide Michelin. Vous êtes clairement tourné vers l'éco-responsabilité, l'environnement et la durabilité, et vous revendiquez d'être un chef paysan et même terroiriste, la contraction de terroir et terrorisme. C'est ça? C'est ça? On va pouvoir lancer le débat, mais bonjour à tous. C'est surtout terroiriste, c'est surtout valoriser finalement le terroir et pas que ce qui sort de la terre, mais aussi valoriser le milieu paysan et faire attention aussi à l'environnement. Donc voilà, ce mot terroiriste, en fait, ça englobe beaucoup de choses. Et comme on le disait, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait nous lâcher n'importe où en France, dans n'importe quel village. Le but pour s'alimenter, ce serait de faire un tour à 360 degrés et d'être attentif à ce qu'on peut avoir autour de nous, quoi. Merci. Alors, quel est votre regard à tous les 4 projeté sur la cuisine dans 20 ans ? Dans le cadre de la préparation de cette table ronde, quand j'ai posé la question à Christophe Lavelle, il m'a répondu à la même chose qu'aujourd'hui. La cuisine dans 20 ans sera la même qu'aujourd'hui. Alors je me suis dit, ça va être difficile de tenir 1h30. C'est mal barré. Et je me suis rappelé cette citation de Paul Bocuse, la tradition, c'est l'avenir. Alors Christophe, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Alors, effectivement, la table ronde, on va quand même essayer de la faire durer un peu, mais il y a cette question qui revient très souvent, qu'est-ce qu'on va manger demain ? Je dirais que c'est quasiment une interrogation sur 2 des journalistes qui me contactent. Je sais qu'une chance sur 2, quand il y a un appel, que ça soit qu'est-ce qu'on va manger demain. Le reste, c'est tous les autres sujets. Et souvent, je leur fais une réponse qui les déçoit un peu, forcément, et l'appel s'arrête assez vite. Parce que je leur dis, si c'est à court terme, c'est la même chose qu'aujourd'hui, parce qu'on ne change pas comme ça une alimentation. Et si c'est à long terme, personne n'en sait rien, et moi non plus, quoi. Voilà. Donc, alors on va quand même, encore une fois, continuer le débat. Hein. Mais il faut savoir que l'alimentation, c'est quelque chose qui est un ancrage extrêmement culturel, et on le voit aujourd'hui quand on réfléchit justement à demain, et combien même on a des pistes sur lesquelles on va revenir, des injonctions, pardon,
qui relèvent de l'environnement, qui relèvent des enjeux de santé publique, etc. Donc il y a des choses que l'on sait en tant que chercheur, ou même effectivement qu'aujourd'hui le grand public connaît, et c'est pas pour ça que le changement arrive, parce qu'il y a des freins derrière ce changement. Donc ça veut dire que quand on nous dit, et quand on veut m'interroger sur la cuisine des insectes, est-ce que demain on va tous manger des insectes, ou de la viande cellulaire, ou est-ce qu'on va manger des compléments alimentaires qui permettront de lutter contre ci ou ça, etc. Tendance à dire, mais là on est plutôt dans la science-fiction que dans la science, et qu'une rupture totale anthropologique de notre alimentation n'est jamais survenue, et ça ne peut pas survenir. Et tout ce qu'on met en place aujourd'hui, toutes les technologies qu'on met en place sont là pour imiter ce que l'on a l'habitude de manger, parce que justement, l'avenir désirable, et quand on interroge les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne change rien sur l'alimentation. Ce qui est un cas très particulier, parce que quand on pense au transport, on a tous envie d'un transport qu'on n'imagine pas encore et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, en beaucoup moins de temps, etc. Et avec une empreinte carbone moindre. Pour la communication, on imagine des trucs, on rêve d'avoir des moyens de communiquer qui soient encore plus fous, etc. Et pour l'alimentation, quand on pense à des trucs fous, en général, eh ben non, ça c'est rigolo pour l'aile ou la cuisse, ou 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Soleil Vert plutôt. Mais en fait, on n'a pas envie. Au contraire, quand on pense à l'avenir, on dit je veux que vous tous, collectivement, les scientifiques, les techniciens, les technologues, etc., trouver des solutions pour que dans 20 ans, je puisse toujours, en toute conscience, avoir mon cassoulet, avoir ma carpe à la Chambord, même si ce n'est pas tous les jours, avoir tous ces plats, avoir mon burger, et parce que je veux que l'avenir soit comme aujourd'hui, parce qu'on aime ce qu'on mange aujourd'hui. Voilà ce que j'allais dire. Merci Christophe. Alors David Giron, dans 20 ans, pas d'insectes à l'horizon dans nos assiettes ? En fait, je pense qu'on en aura dans nos assiettes, puisqu'on en a déjà dans nos assiettes. Déjà, on a l'impression que c'est une nouvelle tendance, mais on mange des insectes depuis la préhistoire. C'était même très vanté chez les Grecs, chez les Romains, les Égyptiens. Et puis jusqu'au siècle dernier, on vendait des soupes de hannetons sur les bords de Seine à Paris. Donc, il faut savoir que chacun d'entre vous mangeait entre 500 grammes et 1 kg d'insectes par an, vraiment à l'insu de votre plein gré, dans les plats préparés, dans les sauces tomates, etc. Mais aussi, plus naturellement, si vous mangez des figues, par exemple, pour qu'il y ait des figues, il faut que les fleurs soient pollinisées, et les petites fleurs qui sont à l'intérieur de la figue, en fait, elles sont pollinisées par des petites guêpes, des agaonides. Et donc, lorsque elles vont polliniser ces figues, elles vont aussi pondre leurs œufs dans certaines des ovules de ces graines. Donc, lorsque vous mangez une figue, vous mangez aussi des guêpes. Donc oui, l'alimentation de demain incorporera très certainement des insectes, soit de manière très vraisemblablement, pas forcément de manière directe, mais en tout cas très vraisemblablement de manière indirecte, parce que les plus gros débouchés sont à voir plutôt au niveau de l'alimentation des animaux d'élevage à partir d'insectes. Et donc, on mangera des animaux élevés aux insectes. Donc, indirectement, on mangera des insectes. Merci beaucoup. Aurélie Dassini, vous travaillez pour l'industrie. Moi, j'aimerais bien savoir sur quoi il travaille exactement aujourd'hui, qui nous laisserait entrevoir un petit peu les évolutions dans les nouveaux produits à venir ou les nouvelles formulations, les choses qui sont visibles et peut-être aussi les choses qu'on perçoit moins en tant que grand public. Alors, bien sûr, il travaille premièrement sur des histoires de coûts avec des montages de filières européennes en général, puisqu'on essaye, avec l'empreinte carbone, de réduire tous ces problèmes de transport, mais c'est difficile parce que ça coûte cher et il vaut mieux sourcer les lentilles en Chine que celles du Berry. Donc, il y a quand même cette volonté de rapprocher les matières premières, c'est vraiment un grand enjeu. Et actuellement, les choses sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est les aliments fonctionnels. C'est-à-dire que maintenant, on veut créer un produit qui a un intérêt nutritionnel ou fonctionnel sur notre santé. Les Américains sont très forts pour ça. Ils ont des tas de barres de céréales dans tous les sens qui vous permettent de tout faire. Avoir des gros muscles, pas perdre vos cheveux. Moi, je rêve de créer une barre de céréales qui rende les yeux bleus. Je pense que les Chinois me l'achèteront et je serai milliardaire. Mais l'idée, c'est d'avoir un produit qui a un bénéfice santé. Très bien, merci. Christophe, vous avez dit hier, les nouvelles tendances, je m'en moque. Du coup, vous qui donnez le là en matière de gastronomie, quels sont les mouvements en profondeur sur la composition des assiettes, les modes d'approvisionnement ou encore les techniques qui peuvent nous projeter sur ce que sera finalement la cuisine dans 20 ans? Non, mais il y a une réflexion qui est très intéressante de se dire qu'est-ce qu'on mangeait il y a 20 ans et qu'est-ce qu'on va manger du coup dans 20 ans.
Déjà d'une, on sait qu'en termes d'alimentation de tous les jours, on consomme beaucoup moins de protéines animales, et ça, je pense qu'on s'en est tous rendu compte, hein, puisque peut-être qu'on a des métiers aussi avec beaucoup moins de pénibilité et qu'on a moins besoin d'aller chercher cette protéine animale. Et puis je pense que finalement, on consomme aussi beaucoup moins en volume. Et donc, on va aller chercher voilà, beaucoup plus cette partie végétale. Donc ça, on ne l'invente pas. On voit qu'au fur et à mesure, de toute façon, quand il fallait qu'on mange voilà, 180 à 200 grammes de protéines animales il y a 20 ans, aujourd'hui, déjà, on en consomme 50% de moins. Et peut-être que demain, on en consommera 30% encore de moins. Donc, on restera sur peut-être 20% de cette protéine animale. Mais en tous les cas, je pense que pourquoi je me plais à dire, et c'est vrai que les nouvelles tendances, c'est pas ce qui me passionne par-dessus tout, c'est que finalement, notre base de cuisine, c'est la cuisine. Vous le voyez bien, quand demain, vous mangez une blanquette de veau et puis que vous mangez une blanquette de veau nouvelle tendance avec une sauce émulsionnée, est-ce qu'elle va avoir la même impact dans votre bouche, et est-ce que vous allez retrouver les mêmes sensations? Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas un accro de la mousse. Je ne suis pas un accro voilà, des gélifiants et des choses diverses et variées. Moi, j'aime bien la cuisine traditionnelle. Alors, bien entendu, cette cuisine traditionnelle, elle a évolué, hein, et aujourd'hui, on est même capable de faire des sauces végétales. Donc sans protéines animales, donc sans crème, sans beurre. Si Monsieur Paul m'entendait, il serait peut-être en train de se retourner, le pauvre, parce qu'on passait tellement de crème et de beurre quand j'ai travaillé pour lui à Lyon, que c'est vrai qu'on aurait du mal aujourd'hui à concevoir la cuisine sans cette matière grasse. Ça reste un marqueur de goût, hein, donc on sait qu'on en a besoin. Aujourd'hui, on travaille aussi beaucoup sur les huiles, et notamment l'huile de colza, cette huile qui a été longuement dénigrée, qui servait qu'à faire de la friture, parce qu'on avait défini qu'on avait beaucoup de production de colza, et que du coup, on lui a enlevé son goût, on lui a enlevé sa fluidité, et puis c'était parfait pour la friteuse. Aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec l'huile de colza, parce que déjà, elle est riche en oméga 7, et puis elle a un goût qui est floral et qui est magnifique. Donc voilà, il y a plein de solutions justement pour aller fixer les goûts et pour avoir quelque chose qui soit gourmand, où on ait envie d'y retourner, parce que c'est vrai qu'entre une sauce crémée ou beurrée et puis une sauce à base de jus de céleri, voilà, et je pense que le choix il va être fait rapidement, parce que voilà, la gourmandise est importante. Donc comment donner de la gourmandise à une sauce végétale? C'est aussi pouvoir lui apporter cette matière grasse, justement grâce à une huile qui va être parfumée. Donc moi je pense que la nouvelle, voilà, on ne va pas réinventer la cuisine finalement. La nouvelle cuisine, elle est arrivée au XVIIIe siècle, donc ça fait quelques années quand même, où le végétal a commencé à prendre part dans des plats qu'on cuisinait. Moi je pense qu'avant tout, voilà, il faut garder cette action de cuisiner, et puis surtout essayer de regarder un peu autour de soi, et comme je le disais hier, j'étais fermé à ces petits insectes, et je me dis que pourquoi pas demain je pourrais faire un amuse-bouche à base de criquets, quoi. Donc on voit effectivement à vous écouter qu'il y a effectivement une forte inertie culturelle, hein, sur ces sujets, et entre les sujets dont on parle et ce qui se passe réellement, il y a souvent une marge de manœuvre grande. Alors s'il n'y a pas peut-être de grande révolution à l'horizon de ces 20 ans, on va essayer de rentrer un peu plus dans la nuance. Ça tombe bien, on a besoin de nuances sur ces sujets d'alimentation qui sont très très complexes. On a parlé beaucoup, suite à ces tables rondes, d'équilibre dans ce qu'on va chercher dans les directions vers lesquelles on va explorer. Donc je voudrais du coup vous interroger sur quelle évolution vous voyez. La première question pour Aurélie, je vais rebondir sur ce que Estherelle Payani disait hier. Elle rappelait que l'injonction à cuisiner maison repose aujourd'hui essentiellement sur les femmes, et qu'il n'y a pas d'évolution aujourd'hui de la répartition des charges domestiques, en tout cas de façon massive. Donc la question, c'est: la cuisine sera-t-elle davantage maison ou toujours plus industrielle ? Eh bien, moi, je réponds que malheureusement, elle sera toujours industrielle. Moi, j'ai une formation de cuisinière et de pâtissière. J'adore cuisiner. Ma vie, c'est la cuisine.
Et tout à l'heure, j'entendais le débat précédent où on disait qu'il fallait apprendre aux enfants. Et moi, mon plaisir, c'est d'apprendre à mes enfants dans ma cuisine. Or, moi, autour de cette table, on a un certain âge. Et moi, dans mon équipe, je travaille avec des gens plus jeunes. Et je suis désolée de vous dire qu'ils ne savent absolument pas faire la cuisine. Donc, la vraie question, c'est est-ce que les générations suivantes vont être capables de s'alimenter d'eux-mêmes en faisant des choses gourmandes, ou vont-ils être obligés, comme c'est actuellement, d'acheter tout ce qui est tout prêt. Il y a 5 ans, les chaînes de food service n'existaient pas. Regardez comme ça s'est développé en 5 ans. Plus personne ne fait les courses, tout le monde achète tout fait. Donc moi, à mon grand désespoir, je trouve que c'est ça qu'il faudrait réintroduire, mais ça paraît tellement ringard quand je dis ça. Christophe Lavelle, est-ce que le fait maison, c'est un mythe, le retour du fait maison? Alors, il y a plusieurs choses pour ça. Déjà, je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer certains ou certaines, mais j'ai un combat par rapport à ça. J'ai entendu le mot charge domestique. Par rapport à ça, je considère qu'un enjeu, c'est de sortir la cuisine de la charge domestique. La cuisine ne devrait et n'aurait jamais dû être considérée comme elle est actuellement, comme une charge domestique. Je conçois que récurer une baignoire, passer la serpillière ou laver les carreaux ou étendre le linge, c'est une charge domestique, parce que personne n'a envie de le faire et ce n'est pas valorisé. La cuisine, je refuse de la mettre dans cette sphère-là. La cuisine, c'est une activité domestique qui est extrêmement particulière, qui, normalement, doit effectivement fournir du plaisir à celui qui le fait, ce qui est rarement le cas du repassage ou autre, quoique peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas partagé. Et doit surtout nous mettre dans cette position de fournir du plaisir à ceux que l'on nourrit. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a aussi un combat sociologique qui est la place, l'imaginaire de la cuisine tel qu'on l'a dans la sphère domestique. Et à côté de ça, bien sûr, des leviers d'action qui relèvent d'un changement sociétal généralisé, qui est répartition, non pas des tâches, mais répartition des rôles, du coup, parce que je préfère le mot rôle dans ce cas-là, en se disant, effectivement, cette cuisine qui doit être un plaisir pour tout le monde doit être faite par les hommes comme les femmes, qu'on doit aussi, ça va avec les changements sociétaux qui consistent à réduire les temps de travail, parce que c'est sûr que si on travaille 35 heures, on a plus l'opportunité que si on travaille 70 heures, de se laisser ce plaisir de rentrer chez soi pour faire la cuisine. Moi, je rêve, quand je suis à minuit au labo, effectivement, de me dire, bon sang, j'ai des trucs à finir, je rêverais que quelqu'un vienne me dire, écoute, là, il est 19 heures, je fais ton boulot de labo qui me passionne, je le fais à ta place, pendant ce temps-là, tu rentres à la maison, tu vas cuisiner. Et j'adorerais faire ça. Et c'est ce que j'essaye de faire en permanence. Mais parce que justement, on doit pouvoir dégager du temps pour cette activité qui doit permettre de réunir, de transmettre. En l'occurrence, à la maison, c'est moi qui cuisine. Et encore une fois, je ne dis pas ça comme une espèce de « ah, je cuisine, c'est bien ». Non, parce qu'en fait, c'est un plaisir. Je ne voudrais surtout pas que ce soit la mère de mes enfants qui cuisine, parce que ça m'emmerderait, parce que ça m'enlèverait ce plaisir-là. Et à partir de là, il y a la transmission qui va avec ça, parce que j'adore cuisiner avec les enfants et on bricole des choses. Mais ça, il faut que la société... Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire, parce que aussi, je maîtrise mon temps. Voilà, quand je dis que je suis à minuit au labo, mais si je veux, je rentre avant, si je veux aussi. Je sais qu'il y a des conditions socio-professionnelles dans lesquelles on est jusqu'au cou par rapport à ces activités de travail, et que effectivement on rentre exténué. Il y a des gens qui vont dire mais moi j'ai pas du tout envie de me mettre à 1 heure à faire la cuisine alors que j'ai une journée complètement de dingue et que je suis crevé et que je rêve de m'asseoir à table. Donc il y a tout un changement sociétal à faire pour qu'effectivement on puisse réintroduire la cuisine à la fois dans l'imaginaire, pas dans l'imaginaire, mais effectivement, dans réenchanter, comme on dit souvent, la cuisine, et en même temps donner la possibilité à ça, y compris dans des populations. Je travaille beaucoup auprès des étudiants. Des fois, il y en a qui ont envie de faire la cuisine, mais en fait, ils n'ont pas de cuisine quand ils vivent dans 9 mètres carrés avec un lit et un bureau. Et il y en a plein qui nous disent, mais moi, en fait, ça me plairait de pouvoir me cuisiner un repas le soir, mais j'ai même pas une plaque pour chauffer et même pas un frigo. Il y a quand même 40%, je crois, des étudiants qui n'ont même pas de frigo. Donc à partir de là, c'est sûr que faire la cuisine, ça va se compliquer. Et donc, oui, on achète. Donc il y a beaucoup de choses à changer auprès de la société pour que, effectivement, tout le monde est conscient de cet idéal. On dit, il faut cuisiner. Maintenant, ça veut dire jouer sur donner la possibilité de le faire et donner une image de la cuisine qui soit une image beaucoup plus réjouissante que cette espèce d'activité domestique. Il faut le faire parce qu'il faut nourrir, parce que l'industrie, c'est pas bon, alors il va falloir se mettre au fourneau. Et non, c'est un vrai plaisir, donc il faut que ça soit un plaisir. On reviendra effectivement, merci, sur les leviers. Le deuxième questionnement sur l'évolution, j'allais dire cocorico, la France est le pays où on passe le plus de temps à table. Et quand on est à table, on parle de ce qu'on a dans l'assiette. Donc, mais demain, est-ce que, selon vous, on mangera toujours aussi autour de la table la même chose au même moment? Ou est-ce que le modèle sera différent, Christophe? N'oublions pas quand même que le repas gastronomique a été classé. Donc, s'il a été classé, c'est quand même qu'on avait aussi envie qu'il continue et qu'on puisse le partager
et que nos enfants puissent découvrir au fil du temps ce qu'est un repas gastronomique. Donc voilà, je pense que sincèrement, bien entendu, il y a toutes ces nouvelles tendances qui arrivent avec les drives, avec voilà, on n'a même plus maintenant à descendre de sa voiture qu'on peut aussi avoir quelque chose à manger à la maison. Donc ça, c'est sûr que c'est alarmant. Maintenant, les plats cuisinés, il y en avait il y a 20 ans, il y en a aujourd'hui, il y en aura encore demain. Ce que je disais hier, moi, on n'a jamais eu de honte à ouvrir une boîte de cassoulet ou une boîte de raviolis ou une boîte de macédoine à la maison. Hein. Je pense que justement, c'est pas parce qu'on ouvrait ce genre de boîte, c'était surtout les soirs de dépannage où on sait qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour cuisiner et où ça dépannait facilement et on pouvait s'alimenter comme ça assez rapidement. Il y a des jours malheureusement où c'est le cas. Maintenant, c'est sûr que qu'on soit une femme ou un homme, on a tous le droit de faire notre propre carrière. Donc on a tous le droit de travailler jusqu'à 19h et on a tous le droit de rentrer à la maison tard et de s'octroyer la possibilité d'ouvrir une pizza du congélateur ou d'ouvrir un truc. Voilà. Je pense que ça, c'est pas néfaste. La partie néfaste, c'est de perdre cette envie de cuisiner quand on est en week-end. Et ça, par contre, c'est là où ça devient dangereux. C'est que si on rentre dans cette dynamique-là, finalement, on ne partage plus rien avec nos enfants, on ne partage plus rien avec notre famille. Et je pense que ça, on n'est pas prêt à le perdre. En France, ça reste quand même des vraies valeurs, des valeurs importantes, des valeurs qu'on se doit de transmettre. Et aller au marché, aller dans un spécialiste des légumes et se faire plaisir, aller aux halles, se promener, regarder un peu ce qu'on peut avoir sous la main pour préparer le repas. Je pense que ça, c'est aussi saliver avant de préparer. Maintenant, sincèrement, moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on va oublier. Là, on en parle parce qu'on a peur pour nos enfants. J'en parlais tout à l'heure. Les enfants d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont plus novices que ceux d'hier? Et est-ce qu'ils ont une moins bonne connaissance que ceux de demain? J'en sais rien, en fait. Dans toutes les écoles où je suis allé depuis 20 ans, quand on montrait une courgette, elle n'était pas tout de suite comprise comme une courgette. Quand on montrait un concombre, c'était pareil. Voilà, on a toujours eu des bases de légumes qu'on arrivait à repérer quand on était enfant. Et même moi le premier, hein, peut-être que quand j'avais 10-12 ans, j'étais peut-être pas le plus pointu pour dire un nom sur chaque légume, mais en tous les cas, aujourd'hui, on se focalise là-dessus parce que finalement, on a enlevé ce plaisir à nos enfants de cuisiner à l'école. C'est vraiment dommage parce que c'était tellement bien en cours de technologie plutôt que de s'endormir au fond de la classe que de faire des cakes, que de faire des préparations qu'on pouvait ramener à la maison et faire goûter en famille. Voilà, c'est la partie la plus dommage et je pense que quand on va avoir compris que l'éducation du goût, ça rentre aussi dans le système de l'éducation nationale et on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des départements et des régions qui se bougent et notamment la nôtre, hein, parce que je suis énormément sollicité pour aller justement dans les écoles. On se dit que finalement, eux ont tout compris parce que ils ont aussi envie de retrouver ces sensations avec nos jeunes. Donc je pense que c'est avant tout une éducation. Il va falloir que ça bouge, il va falloir qu'on comprenne que ça rentre dans l'éducation d'un enfant. Et si on lui éduque ça, il va aussi l'éduquer ensuite à ses enfants. Et puis voilà, ça va se transmettre au fur et à mesure. Merci Christophe. Toujours sur le thème de l'évolution de notre alimentation, on voit que la part industrielle a encore de beaux jours devant elle, mais si on regarde la façon dont l'industrie avance et dont elle est élaborée, est-ce qu'on va vers plus de naturalité ou toujours plus d'ultra-transformation? Est-ce qu'on va plus vers le ralentissement, le slow, ou vers l'accélération? Aurélie? C'est une bonne question. Alors j'ai envie de vous dire, c'est un peu des deux. Parce que malheureusement, ce qui guide, même nous, hein, les humains, on est très paradoxaux. On rêve d'acheter que des choses en circuit court et que des choses vertueuses et que des choses bio. Et puis la junk food n'a jamais été aussi présente et aussi demandée, notamment par la jeune génération. Donc l'industrie va quand même dans ce côté-là. Mais vous venez de vous apercevoir vous-même que le bio, avec l'inflation, se casser la figure, a perdu 20% de sa part de marché. Donc, on aimerait tellement que ça aille vers plus de naturalité,
mais il y a quand même ce côté, notre côté sombre, j'ai envie de dire, qui pousse toujours par plus de transformation. Vous savez très bien, les protéines texturées, la protéine, tout le monde, on parle que de protéines, mais la protéine est texturée, donc elle subit une chauffe extrêmement forte, et ce qui est quand même une ultra-transformation qui est quand même très mauvaise pour la santé. Donc il n'y a même pas de réponse, parce qu'on aurait envie d'aller vers plus de naturalité, mais dans les faits, on n'y arrive pas forcément, parce que la demande n'est pas forcément là, malheureusement. Et dernier thème d'évolution peut-être, on parle beaucoup de local, de relocalisation, de résilience territoriale. Est-ce qu'on va plus effectivement aller vers ce modèle-là ou toujours plus de globalisation ? Non, vraiment, en ce moment, c'est vraiment regardez les étiquettes de ce que vous achetez, je vous encourage. Non, il y a beaucoup de Made in France, Origine Europe. Tous les grands groupes, en tout cas, savent très bien qu'il faut maintenant qu'ils aient des approvisionnements plus maîtrisés, parce que la guerre en Ukraine et le canal de Suez qui a été bouché et compagnie nous a fait comprendre les limites de recevoir des approvisionnements de pays trop lointains. Et deux, le consommateur, maintenant, regarde d'où viennent les produits. Donc moi, quand je développe des produits, on me demande toujours de faire à minima du Made in Europe et encore mieux du Made in France, à condition que les filières soient mises en place, parce qu'il y a aussi ce problème-là de savoir si la filière de légumineuses ou autre est capable d'absorber les volumes de l'industrie agroalimentaire, ce qui est aussi un vrai sujet. Merci à tous. Donc on voit qu'effectivement, il n'y a pas peut-être à horizon 20 ans de révolution, il y a des évolutions, des nouveaux équilibres. En tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui va véritablement influencer tous ces mouvements ? Moi, ce que j'ai retenu de hier, c'est qu'il faut effectivement regarder, s'inspirer de la marge, de la consommation alternative, de ce qui bouge à la périphérie, qui donne le là, qui n'est pas toujours le plus puissant, mais le plus, qui peut avoir le plus d'influence. Mais il ne faut pas aussi oublier la masse, la consommation de masse, parce que c'est aussi ça qu'on doit aussi embarquer dans les phases de transition. Ma première question pour effectivement se repérer, arriver à comprendre ce qui influence, c'est comment vous détectez-vous les signaux faibles autour de vous sur le monde qui est en train de changer un petit peu en profondeur ? David, Christophe ? Avec un exemple. Je sais pas, non, les médias jouent un rôle important, les influenceurs aussi. Donc on voit qu'il y a des tendances comme ça qui émergent et qui émergent de manière aussi répartie en fait sur la planète. Ça c'est pas forcément spécifique à une zone géographique. Donc ça c'est des choses comme ça qui peuvent donner des indications sur des tendances. Et puis après il y a là où vont aussi les investisseurs en fait. Et ça c'est aussi des choses qui donnent des indications des tendances, même si les investisseurs peuvent aussi bien faire que défaire les tendances. Si on prend le cas des insectes par exemple, effectivement il y a eu une espèce d'engouement des investisseurs vers cette nouvelle solution qui promettait monts et merveilles. Mais sans prendre en considération toute la biologie qu'il y a derrière. Et les premiers acteurs ont été purement des financeurs, en fait, pas des biologistes. Et donc, ensuite, ils se sont trouvés confrontés à la montée en échelle, la propagation possible de maladies dans les élevages, qu'un insecte n'est pas égal à un autre insecte et que chacun requiert des besoins spécifiques. Et donc, élever des insectes, ça ne se fait pas comme ça, juste parce qu'on a eu l'idée au coin de la cheminée. Donc aujourd'hui, il y a des questions gigantesques qui se posent sur cette filière, par exemple, sur la capacité à atteindre également les volumes nécessaires, réduire les coûts de production, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça coûte moins cher d'importer du soja, même si ça contribue à la déforestation de l'Amazonie, mais c'est beaucoup moins cher que de la protéine d'insectes produits en France, quoi. Ouais, donc vous soulignez le rôle clé des investisseurs dans la capacité aussi à influencer ces mouvements. Du coup, dans le cas des insectes et notamment de l'échec de la start-up Insects, c'est quoi les rendez-vous manqués qu'il y a eu dans cette aventure-là ? Là, c'est un petit peu tôt pour avoir cette analyse-là. Il y a différents modèles économiques qui ont été développés dans ces différentes entreprises, donc certains s'avèrent plus favorables que d'autres. Je pense qu'il y a un premier levier en fait qui a été vraiment de se dire il faut monter en échelle de production pour réduire les coûts, et donc ça c'est un levier qui a été levé, mais ça a pris 10 ans.
parce qu'il fallait créer toute la filière de A à Z. Donc ça prend du temps. Et là, le nouvel enjeu, c'est plutôt des barrières de sélection variétale, de sélection d'insectes, de résistance aux maladies, des choses comme ça. Donc là, il y a un nouveau levier biologique, et tout ça, c'est des leviers qui prennent du temps. Et les influenceurs, les investisseurs, ils n'ont pas le temps. D'accord. Christophe, est-ce qu'il faut s'attendre à des évolutions côté de la tech et à quel niveau qui pourraient être vraiment influentes sur la cuisine dans 20 ans? Alors la tech, forcément, parce qu'on ne va pas y échapper, et on n'y a jamais échappé, et on a besoin, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le levier de changement dans notre alimentation, il relève de la sphère domestique à travers la cuisine, et puis de la sphère industrielle qui sera toujours à accompagner le changement et qui sera toujours là. Il n'est pas question de les opposer. En fait, on peut être vertueux dans l'industrie, on peut être vertueux à la maison, et on peut faire n'importe quoi à la maison et faire n'importe quoi dans l'industrie. Donc il n'y a pas d'échelle de valeur par rapport à ça. Il y a une échelle de production, mais il n'y a pas d'échelle de valeur. En tout cas, c'est mon point de vue. Et par rapport à ça, et pour revenir sur cette histoire de signaux faibles aussi, et comment la tech se positionne par rapport à ça, le signal faible qui devient un signal très fort, et la preuve, c'est qu'on passe notre temps à en parler, c'est de cette végétalisation. Si tout à l'heure, on a fait une table ronde sur les légumineuses, on n'aurait jamais fait ça il y a 20 ans. C'est ça. Donc, et on voit bien que dans tous les débats, effectivement, ce qui était un signal faible devient un signal très fort. Et donc, on est tous confrontés à cette idée de se dire comment est-ce qu'on va y aller. On est tous convaincus qu'il faut aller vers cette végétalisation. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ça, c'est débattu. Et puis, comment on va y aller? Est-ce que c'est la tech qui va nous y emmener? Ou est-ce que, comme on l'entend souvent, c'est la cuisine? Et il y a une espèce d'opposition, un peu, que je considère une fois de plus comme artificielle, qui est souvent résumée à travers ces simili carnets, par exemple, avec ce fameux clash systématique. Dès qu'on lance le débat sur les steaks végétaux, sur les saucisses végétales, il y a toujours forcément quelqu'un qui va nous dire « ils nous emmerdent ces véganes, parce que pourquoi ils veulent des steaks et des saucisses alors qu'il suffit de bouffer des légumes si on veut être végane ?» Et les gens qui disent ça n'ont rien compris à l'anthropologie de l'alimentation et à la culture alimentaire, parce que justement, si la technologie aujourd'hui nous permet de faire des steaks qui ressemblent à des steaks alors qu'il n'y a pas de viande, des saucisses qui ressemblent à des saucisses alors qu'il n'y en a pas, c'est parce qu'il y a une réelle demande de la société, des gens qui, comme je disais tout à l'heure, en fait, ne veulent pas changer, mais veulent changer. C'est-à-dire que pour des raisons environnementales ou éthiques et autres, se disent « moi, je ne veux plus manger d'animal mort » ou, de manière moins extrême, je ne veux pas autant reposer sur un élevage de masse, etc. Donc j'aime cette idée que la technologie me propose des solutions qui soient un steak qui ressemble à un steak, une saucisse qui ressemble à une saucisse. Moi, ça me permet de ne pas changer, tout en ayant quand même conscience que j'ai changé, puisque dans mes choix, je choisis une filière qui ne repose plus sur la mise à mort de milliards d'animaux, etc. Donc la tech est là pour nous aider, mais pas que. Parce qu'effectivement, encore une fois, il ne faut surtout pas oublier la cuisine, bien évidemment. Et il y a une remarque que disait Christophe tout à l'heure que j'aimais bien, effectivement, en disant, ben voilà, le beurre, la crème, c'est quand même, ça apporte du goût aux légumes. Et en fait, il y a un ouvrage de référence que j'aime beaucoup citer, qui date de 1890, c'est un des plus vieux livres de cuisine végétalienne. Le titre, c'est « La cuisine végétalienne », en sous-titre, avec graisse animale. Et en tout petit, écrit en dessous. Et en fait, voilà, c'était il y a 125 ans, je ne connais plus exactement l'auteur, mais il avait tout compris. Déjà, il y a 125 ans, il y avait déjà cette idée, bon, il faut cuisiner des légumes, mais quand même avec un petit bout de graisse animale pour donner du goût, c'est pas mal. Et pas que de la graisse, il faut de l'umami. Donc en fait, à travers la cuisine, à travers notre compréhension de la cuisine, on peut très facilement orienter ce changement à moindre mal. Et quand je dis à moindre mal, c'est-à-dire que le plaisir est toujours là. Quand je vais, tiens, ce midi, on mangeait au Café de la Poste, il y avait quoi? Allez, pour assaisonner la salade, il y avait 2 rayons. On est à Tours, forcément. Mais en fait, 2 rayons, ça suffisait pour assaisonner toute la salade. Il y avait donc 20 grammes de viande pour un menu. Ça va, c'est raisonnable d'un point de vue empreinte environnementale et carnage, 20 grammes. Et en même temps, mine de rien, si on les enlève, il va manquer un truc. Donc en fait, on sait bien qu'à travers la cuisine, on a ce levier de dire finalement, on va mettre un petit peu de beurre, 2-3 lardons, et ça suffit de 2-3 lardons pour donner du goût à tout un plat de pâtes. Et donc on va vraiment devoir actionner les 2 leviers, il n'y a pas de secret. On doit actionner le levier lardon sur les pâtes, et le levier steak végé, parce que si c'est bien fait, un steak végétal, si l'industriel a bien travaillé, le goût est bon, si il a maîtrisé son empreinte carbone, s'il a maîtrisé son process, il n'y a pas de problème sur la santé. Oui, c'est ultra transformé, mais encore une fois, l'ultra transformation en tant que telle n'a jamais été un problème pour la santé. Elle est un problème quand elle remplace dans notre alimentation d'autres types d'aliments qui, eux, nous apportaient un bénéfice. Donc il faut, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut aller sur tous les terrains, celui de la tech et celui du domestique, évidemment. Merci. Aurélie, sur cette question, quelque chose sur l'influence de la tech de façon générale
Alors moi, je ne parlerai pas pour l'industrie, mais la tech, moi j'ai donné des cours de cuisine pendant 15 ans, et ce que je trouvais génial, la tech au niveau domestique, justement, pour changer un peu de sujet, c'est que tous ces robots ménagers là, qu'on a remis dans les cuisines ont donné envie aux gens de recuisiner. Et moi, je trouve ça absolument génial qu'il y ait eu, comme il n'y a plus cette éducation intergénérationnelle de faire la cuisine ensemble et de transmettre les belles choses, enfin beaucoup moins en tout cas, j'ai trouvé ça magnifique. Alors que moi, je n'ai pas du tout de robot chez moi parce que j'en ai pas besoin, mais j'ai trouvé ça génial que par la technologie, on ait donné envie aux gens de refaire de la cuisine classique et de se remettre à cuisiner. Donc j'aimais bien parler de ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Faut-il encore les sortir du placard une fois qu'on les a achetés? Mais oui, mais souvent ils sont sortis, par habitude. Ouais. En tant qu'influence, enfin la cuisine, les chefs, ils sont partout, ils sont dans les médias, etc. Est-ce que, Christophe, vous pensez qu'ils vont continuer à donner le là sur ces tendances auprès du grand public notamment? Oui, parce que de toute façon, c'est quand même quelque chose qui, même si c'est très souvent dénigré, aujourd'hui, c'est quelque chose qui donne envie. Donc obligatoirement, si ça donne envie, je parlais hier de l'émission, des diverses émissions qu'on peut avoir à la télé, mais ça touche, c'est multigénérationnel et ça touche des jeunes de 20 ans jusqu'à des personnes de 80 ans. Donc voilà, je pense qu'ils ont quand même, si tout n'est pas bon à retenir, en tous les cas, ça donne quand même voilà, des influences sur ce que sera peut-être notre alimentation de demain. Moi, ce que j'aime par-dessus tout dans la cuisine, c'est surtout ce respect à la terre et donc regarder un peu comment évolue l'agriculture en général. Alors en ce moment, c'est un peu bouleversé, mais il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont réfléchi justement à toute cette partie chimique qui nous a embêtés dans nos champs pendant de nombreuses années. Donc, je suis issu d'une famille agricole depuis 5 générations. J'ai vu mes grands-parents traiter les champs dans les années 80 avec des choses pas bien catholiques. Mais ils n'avaient pas le choix, en fait. C'était les personnes qui leur vendaient la semence qui leur disaient qu'il fallait mettre ça également pour que ça aille bien. Donc finalement, voilà, on leur disait de faire ça, ils faisaient ça, quoi. Mais aujourd'hui, on voit que tous les jeunes qui reprennent les fermes de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs oncles, ils ont une autre vision, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'être autant productif quand on a envie de parler de biodiversité dans les champs? Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va nous apporter énormément, puisque aujourd'hui, on va produire énormément de protéines végétales. Donc vous parliez tout à l'heure des légumineuses, mais il y a aussi toutes ces céréales là, qui arrivent, mais qui étaient aussi quelque chose qu'on avait depuis très longtemps. Hein. Le quinoa, on a l'impression qu'on est en train de le découvrir, mais finalement, c'est une céréale qu'on a depuis très très longtemps, qu'on a laissé un peu aux oubliettes parce que très compliqué à récolter. Et puis c'est vrai que entre des pâtes et du riz, si on y met du quinoa au milieu de tout ça, on va se dire que le quinoa, il a aucun intérêt. Par contre, il a beaucoup de goût et que la façon dont on va le travailler, derrière, on va avoir un apport protéinique qui va être superbe. Donc voilà, je pense que toutes ces influences-là, elles ont tout ce qu'on peut voir à la télé, ça nous apporte beaucoup de réflexion. Et en tous les cas, encore une fois, je pense qu'on n'invente rien finalement, puisque c'est aussi reprendre les codes de nos grands-parents, de se nourrir avec des plantes. Moi, j'adore travailler la consoude en l'occurrence. La consoude, c'est une plante médicinale hein, qu'on utilisait beaucoup parce que du coup, riche en fibres et riche en fer. Donc pour le coup, c'était très très bon pour le transit également. Et on en a énormément dans nos prairies, au bord des chemins. Donc j'adore les travailler. Les véganes l'utilisent beaucoup parce que du coup, ça peut aussi remplacer les épinards. Mais voilà, c'est aussi s'intéresser un peu à ce que peut nous offrir la nature, le valoriser et le rentrer justement dans notre alimentation. Donc voilà, encore une fois, moi j'aime beaucoup me promener, regarder, observer. On a des baies qui sont magnifiques, qui peuvent apporter des goûts dingues. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, en tous les cas, tout ce qu'on cuisine, tout ce qu'on travaille, on est capable de donner une origine à un produit, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a 20 ans, hein, puisqu'on se moquait bien de tout ça. Notre but premier, c'était de s'alimenter.
Aujourd'hui, on a une vraie réflexion, on a une vraie envie de consommer des produits qui sont faits autour de nous. Malheureusement, certes, le Covid a fait du bien sur cette partie-là, mais aussi a fait beaucoup de mal parce que dès que les supermarchés ont rouvert, plutôt que d'aller continuer à travailler avec notre petit producteur, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné dans les supermarchés comme des dingues parce que c'est plus facile de prendre son caddie et de ramasser tout ce qu'on a besoin dans un même lieu plutôt que de continuer à soutenir nos petits producteurs. Et ça, c'est la partie la plus dommage. Moi, je connais des gens qui font de la farine à la ferme et qui ont été obligés d'acheter un petit fourgon pour aller livrer les gens pendant le Covid. Et puis dès que le Covid, dès que les supermarchés ont rouvert, malheureusement, ils ont été abandonnés. Et un jour, ils sont venus en pleurant, en me disant je ne sais pas comment faire, mais on est vraiment mal. Ouais, ils ont été obligés d'investir pendant cette période pour nous soutenir. Et nous, on n'a pas été capable de les soutenir derrière. Donc voilà, c'est aussi des phénomènes qui parfois comme ça nous marquent un peu dans notre vie et nous disent voilà, sois attentif et continue à avoir cette vraie réflexion avec les gens qui t'entourent, quoi. Et en matière d'influence, est-ce que la restauration collective n'a pas un rôle particulièrement stratégique à jouer? Est-ce qu'elle n'est pas même en avance de phase? Tout le monde a des rôles, tout le monde. La cuisine collective, les écoles. On voit qu'aujourd'hui, on a quand même cette obligation aussi d'avoir un repas végétarien. Alors c'est pareil. Aujourd'hui, on a l'impression que la cuisine végétarienne, c'est nouveau et qu'on va réinventer le monde, quoi. Alors, il faut bien savoir que de la cuisine végétarienne, on a toujours fait et on en fera toujours, hein. C'est juste qu'il faut retirer la matière animale et continuer à cuisiner les légumes qu'on a toujours cuisinés, en fait. Est-ce que quand on fait une endive au jambon, on n'est pas en train de faire finalement un plat végétarien et que le jambon, on pourrait l'enlever et lui apporter une céréale comme le sorgho qui serait magnifique et qui irait très très bien avec nos endives au jambon. Voilà. Donc finalement, on ne réinvente pas le monde. C'est fou, mais voilà, quand dans les écoles, les chefs de collège, ils devaient faire justement le menu végétarien, ils avaient l'impression d'être perdus. Mais en fait, il ne faut pas être perdu, quoi. C'est la cuisine que tu as toujours fait, c'est la cuisine qu'il faut que tu continues à faire. Et c'est juste qu'il faut avoir une vraie réflexion et de se dire qu'est-ce qu'est la cuisine végétarienne et comment on va pouvoir avoir le même apport pour nos enfants. Donc, inertie culturelle, poids des habitudes, évolution, révolution, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer la cuisine, notre alimentation, notre façon de consommer dans 20 ans. On peut aussi choisir une autre perspective et choisir aussi à titre individuel, qu'on soit professionnel ou mangeur, aussi de choisir finalement ce qu'on va manger demain. Et souvent, en fait, moi, quand j'en parle avec les clients avec qui je travaille, on revient à la question de pourquoi changer. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, pourquoi on devrait s'adapter. J'ai quelques chiffres à vous partager. Un tiers des aliments produits sont jetés ou perdus sur la planète. D'ici 2035, la moitié de l'humanité sera en surpoids ou obèse. 41% des 18-24 ans sont en situation d'insécurité sévère. Un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et nous importons 50% des poulets et 2 tiers des fruits et 1 tiers des légumes. Et je pense qu'on peut dire objectivement, en étant assez lucide, mais en restant optimiste pour autant, que notre système alimentaire ne tourne pas vraiment rond. Tu fournis la corde avec ou pas, non ? Pardon ? Il y a une corde qui est fournie avec, là, non ? Non, mais alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être à la fois lucide et pas se cacher effectivement les choses, et se dire aussi comment on peut, à titre individuel, encore une fois, en tant que professionnel et aussi simplement mangeur, comment on peut conjuguer impératifs écologiques, sociétaux, voilà, comment on peut faire changer le système. Et ça nous remet tous véritablement acteurs de ce monde dans 20 ans, plutôt que de vouloir suivre des tendances et des courbes qui sont parfois clairement mal orientées, c'est de se dire comment on va y arriver. David, c'est quoi le levier pour vous qui va faire accélérer les choses dans ces comportements ? Je pense que, ça a été dit tout à l'heure, il faut être aussi lucide. Il y a un levier clair qui est le levier du prix. L'effondrement du bio est une signification. Et puis on voit bien certaines tendances qui sont restées juste des tendances et qui n'ont jamais vraiment pris parce que
voilà, c'est aussi un luxe parfois de manger bien et de manger autrement, au-delà de la simplicité ou du fait qu'on n'ait pas le temps, etc. Je crois qu'il y a un autre levier, ça a été dit aussi, qui est l'éducation, la transmission. Et donc là, en ce sens, je rejoins ce qui a été dit, la restauration collective joue également un rôle. Alors, on veut tout... On veut que l'école remplisse tous les rôles, donc ça fait un de plus. Mais je pense que c'est important, et c'est aussi important de créer des lieux, des événements où les différents publics se rencontrent. C'est effectivement que des décideurs politiques rencontrent aussi des industriels, mais aussi des acteurs de l'alimentation, des consommateurs. Enfin, il faut ce lien-là, parce que sinon, effectivement, c'était dit tout à l'heure, les comportements sont difficiles à changer, et finalement ne changent pas trop, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, les habitudes aussi de production sont tenaces. C'est-à-dire que, par exemple, une nouvelle alimentation qui est développée, un nouveau produit qui est développé pour des raisons notamment écologiques, ben on voit que très rapidement, en fait, on retombe dans les mêmes travers que dans les élevages classiques. C'est-à-dire que s'il y a des maladies, on va mettre des antibiotiques. Si il se passe ci, on va refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans les élevages intensifs que l'on a développés après-guerre. Donc, il faut des temps pour se poser, pour se rencontrer, pour comprendre les enjeux des uns et des autres. Produire des fermes d'insectes dans lesquelles il y aura des milliers d'insectes, oui, ce sera peut-être moins impactant d'un point de vue écologique que la ferme des 1000 vaches, mais s'il y a une brèche dans cette usine, quel est l'impact sur l'environnement? Donc il faut aussi des indices pour que le décideur politique puisse prendre des décisions de manière éclairée. Et ça, c'est aussi le rôle de la recherche. Donc pour effectivement accélérer les changements de comportement, l'accessibilité prix, créer les conditions de décloisonnement des différents acteurs de l'alimentation. Lors de nos échanges aussi, dans la préparation de cette table ronde, vous parliez aussi du rôle des représentations sociales et des normes et des représentations sociales aussi à faire bouger pour faire... Vous pouvez nous... Oui, parce qu'en fait, on a souvent en fait, des images comme ça qui sont faussées. On imagine que tel aliment, c'est plutôt un aliment, c'est un sous-aliment, c'est consommé par des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, dans des zones reculées du monde, etc. Mais en fait, on voit que la représentation, on a fait des analyses comparatives entre l'entomophagie, donc la consommation d'insectes en Europe et en Afrique. Et en fait, les gens en Afrique ont la même perception qu'en Europe. C'est pour les gens plutôt défavorisés qui sont dans les zones reculées. Donc le citadin africain, il a la même appréhension ou le même dégoût pour manger des insectes qu'aurait un citadin européen. Donc ça, c'est des vraies surprises. Et souvent, on a tendance à imaginer que un pays, en Asie, on mange des insectes. Non, cette fois, c'est juste quelques populations dans une zone très précise de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Afrique, etc. On a des représentations comme ça que l'on imagine et que l'on plaque sur nos habitudes, quoi. Merci beaucoup. Aurélie Dassini, comment on peut vraiment agir à titre individuel et collectif pour effectivement influencer la cuisine, l'alimentation de dans 20 ans? C'est quoi le levier le plus massif pour vous? Je ne sais pas, en tout cas, moi, si j'étais présidente de la République, je ferais les cours de cuisine à l'école et surtout, j'inciterais les parents et les grands-parents à redonner cette éducation silencieuse dont je parle tout le temps, qui est de dire, dans une cuisine, il se passe tout. Vous passez des recettes de cuisine, vous passez vos opinions politiques, vous passez aussi toute l'affection que vous pouvez donner à vos proches. Et je trouve que si on retrouvait ce lien, qui est tout simplement un lien de bon sens paysan et transgénérationnel, je pense qu'on changerait déjà beaucoup de choses et on donnerait beaucoup de choses, pas que des techniques culinaires, mais beaucoup de choses pour l'avenir à nos enfants, à nos petits-enfants. Donc c'est extrêmement ringard ce que je dis, mais c'est ce que je pense vraiment au fond de moi. Voilà. Merci Christophe. Là, je vais peut-être botter en touche en disant qu'en fait, le principal levier individuel, oui, il est surtout politique, il est collectif, évidemment. Il y a eu cette table ronde sur la sécurité sociale de l'alimentation. On sent bien qu'il y a un sujet là-dessus, parce qu'on parle d'économie, on parle de pouvoir d'achat. On aura beau se débattre à l'échelle individuelle, c'est un certain luxe, finalement, de pouvoir choisir son alimentation et de pouvoir
répondre aux injonctions sociétales, environnementales, sanitaires en disant bah oui, il se trouve que j'ai compris que pour manger, être en bonne santé et réduire mon empreinte carbone, il faut que je fasse ceci, je vais le faire, mais tout le monde n'a pas le moyen de se dire je vais le faire, soit pour des raisons d'éducation, soit pour des raisons de pouvoir d'achat, soit pour tout un tas de raisons. Donc le levier, il doit être bien sûr économique, mais ça c'est un levier politique. Le levier, vous l'avez mentionné, et on passe notre temps à le répéter, c'est l'éducation, sauf que ça fait 20 ans, et encore sans doute plus, enfin, en tout cas moi ça fait 20 ans que j'accompagne le sujet en disant mais oui, alors il faut, alors de temps en temps il y a des annonces de tel ministre de l'Éducation, de tel ministre de l'Environnement et qui vont nous dire bah oui, alors, effectivement c'est un chantier et qu'il va falloir le mettre en œuvre. Ça fait 20 ans qu'on dit oui, effectivement c'est un chantier, il va falloir le mettre en œuvre. Il ne s'est rien passé. Il se passe des tas de choses à l'échelle individuelle ou à l'échelle associative. Je vais citer l'école comestible parce que je connais, c'est une structure que je connais bien. Il y en a d'autres qui sont là en disant bah, il ne faut pas lier à l'État. À partir de là, donc on va mettre en place sur initiative individuelle un moyen de sensibiliser nos jeunes à la cuisine et au jardinage, etc. Parce que manifestement, ça va encore prendre peut-être 20 ans pour que l'éducation nationale s'en empare. Sans vouloir jeter la pierre à l'éducation nationale, dans laquelle je suis formateur pour les profs aussi, je connais le milieu de l'intérieur. C'est compliqué aussi, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas tout demander à l'école non plus. Sauf que il faudrait peut-être avoir conscience quand même que l'alimentation, ça devrait être un sujet. C'est facile de dire que c'est prioritaire, mais oui, parce que justement, ça sous-tend tellement tout. Toutes les questions environnementales sont liées à l'alimentation, toutes les questions de santé publique ont parlé, vous mentionnez effectivement 40% d'obésité ou même 50%, et puis sur les jeunes c'est une catastrophe parce que c'est 3 fois plus d'obésité en, je sais plus, en 10 ou 20 ans. Enfin bref, les indicateurs sont juste catastrophiques. Et donc en fait, d'un côté on a effectivement ce message où on se dit bah mince, il se passe un truc et ça va très vite et ça va très mal. Et puis une réponse qui n'est pas du tout à la hauteur en termes d'urgence, et on continue à tergiverser, à dire ah oui, ça serait bien, effectivement, un petit peu d'éducation, et oui, alors peut-être, effectivement, faciliter le bio, mais alors il y a l'agence bio qui se démène, mais bon, sauf que ça ne suffit pas manifestement. Et donc voilà, il y a cette espèce quand même de frustration, de se dire qu'on a l'impression de se débattre à l'échelle individuelle ou professionnelle, parce que chacun dans ses positions, moi en tant que chercheur impliqué dans un certain nombre de commissions, je peux essayer de faire du lobbying, mais il y a un moment, il faut que le collectif l'emporte encore plus pour finir par faire pencher la balance. Donc voilà, j'ai pas de solution clé en main malheureusement, mais bref, vous avez compris quoi. Je trouve que de faire de l'alimentation un sujet éducatif peut aussi en fait être vu d'un point de vue transversal, parce que à travers la cuisine, on peut sensibiliser justement sur les manières de produire, donc sur la conservation de la biodiversité. On peut travailler les mathématiques, on peut travailler plein de choses en fait. Donc ça peut être un thème. Il ne faut pas voir ça en fait comme un enseignement supplémentaire, indépendant, déconnecté du reste, qu'il va falloir rajouter dans. Je pense que ça peut être un objet transversal qui peut être traité comme tel et qui peut permettre de transmettre des façons de cuisiner et de s'alimenter, mais aussi d'autres notions éducatives qui sont déjà dans les programmes éducatifs. Mais tout, et en fait pour rebondir, moi je rêve d'une école, et il va falloir la faire en fait, parce que si personne ne le fait, il va falloir le faire. Je rêve d'une école qui en fait parte de la cuisine, les élèves font la cuisine toute la journée, et avec la cuisine, on fait tout le reste. Parce qu'avec la cuisine, on fait l'histoire, on fait la géographie, on fait les maths, on fait le français, on fait l'éducation civique, on fait la physique, on fait la chimie, bien sûr, on fait la biologie. En fait, toutes les disciplines que l'on enseigne à l'école, on peut les faire autour d'une casserole. Donc pourquoi se priver? Alors, une casserole, on va peut-être dire attention, il va se brûler, etc. Donc on peut le faire autour d'une mayonnaise et d'une salade. Ok, il y a moins de risques avec. Mais donc ça veut dire qu'en fait, il y a peut-être un chantier aussi expérimental à mener, de se dire voilà, il faut créer une école de cuisine, mais dont la finalité soit en fait d'apprendre toutes les disciplines, et sans le faire exprès, on apprendra la cuisine en même temps, quoi. C'est pas mal. On va essayer. Parmi les grands enjeux autour de l'alimentation de demain, il y a cette nécessité de rééquilibrer nos assiettes, de végétaliser davantage, pas de devenir tous véganes, mais de rééquilibrer. Quels sont pour vous les leviers justement pour inciter davantage à rééquilibrer de ce point de vue? Une idée? Pas une idée, mais une constatation. Notre génération, elle n'a pas tellement envie de se végétaliser, je trouve. Quand vous dites aux messieurs, on ne va pas manger de barbecue aujourd'hui, ils font tous la tête quand ils ont plus de 50 ans. En revanche, moi, je trouve que la jeune génération, elle est très, très, très préoccupée par l'écologie. Et donc, elle entend tout à fait de manger beaucoup moins de viande. Et donc, je trouve que ça, c'est déjà fait pour les nouvelles générations, en fait. Ils sont vraiment conscients. Je parle vraiment pour un avenir écologique, parce que ce n'est pas une histoire de goût, c'est qu'ils n'ont pas le choix, et j'ai constaté autour de moi qu'ils s'y mettent tous. Donc je pense que c'est plus un problème de vieux, comme nous, quoi.
en vrai. Quelqu'un veut rajouter? Non, mais il y a que les hommes qui mangent le barbecue maintenant. Non, mais je pense sincèrement que justement notre façon, en tous les cas, à nous de cuisiner aujourd'hui, elle a quand même bien évolué. Et comme je disais tout à l'heure, on mange quand même beaucoup moins de viande et de poisson à tous les repas et en autant de volume que ce qu'on pouvait consommer avant. Donc ça, je pense que ça s'est fait naturellement finalement et que ça va continuer à évoluer dans ce sens. On le voit de toute façon qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin et on n'a pas une nécessité en soi d'avoir cette protéine animale à chaque repas ou même le soir ou après une journée de travail. Moi, je suis au travail de 9h jusqu'à 1h du matin et sincèrement, je peux passer 2 jours en mangeant que du légume, quoi. C'est pas un souci physique et ça ne m'empêche pas pour le coup d'avoir moins de force et d'avoir moins de vitamines pour tenir le coup pour toute la journée. Mais je pense que sincèrement, cette bascule, elle va se faire naturellement. Est-ce que dans 20 ans, on consommera plus du tout de viande ou de poisson? Ça, je me l'interdis de me le dire parce que finalement, je pense que ça rentre dans notre alimentation, ça rentre dans notre histoire de la cuisine et que pour le coup, il faut pas le dénigrer complètement. L'élevage est un vrai problème en France hein, et on l'a dit et on importe énormément et à ma plus grande surprise, on importe des volailles du Brésil et tout ça. Quand on a découvert ça pendant la guerre d'Ukraine, on s'est dit mince, il y a quand même un vrai souci de production. Alors, on le voit par plein de choses, en fait. Hein. Il y a toutes ces maladies aussi, peut-être qu'on nous cachait aussi avant, hein, on n'en sait rien finalement. Cette grippe aviaire, est-ce qu'elle n'existe pas depuis toujours? J'en sais rien et je sais pas, mais peut-être que ça existe depuis très longtemps et que finalement, on consommait la volaille comme ça, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'on voit de moins en moins, on voit, puis même c'est une denrée rare, de voir des volailles en plein air, de voir des porcs en plein air. Parce que tous ces animaux-là, on les enferme et du coup, qui dit enfermer, il faut du coup derrière les vacciner. Voilà, donc je pense que ça c'est la partie un peu obscure de tout ça là. Et moi, en tous les cas, je me dis qu'aujourd'hui, je préfère acheter une volaille qui certes va me coûter un peu plus cher, mais qui va être élevée comme il se doit et qu'on va consommer en moins grosse quantité finalement. Donc on va privilégier le goût au volume, et ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Merci beaucoup. On va bientôt passer aux questions. Moi, ce que je retiens de ces échanges, c'est qu'effectivement, c'est pas simple déjà de prévoir ce qui va se passer et que dans la réalité, il n'y a pas de boule de cristal. Qu'on peut effectivement choisir à titre en tout cas individuel le monde dans lequel on veut choisir à travers là où on travaille, pour qui on travaille, ce qu'on achète, etc. On a une part de cette responsabilité et ça nous remet en tant qu'acteurs et c'est plutôt enthousiasmant, hein, même s'il y a des vrais enjeux, ça nous replace au cœur du débat. On voit qu'effectivement il y a beaucoup d'évolutions dans la réalité plus que des révolutions qui s'opèrent dans l'industrie, dans la restauration, dans les formulations, dans le B2B, dans la recherche et que ça c'est pas toujours visible et qu'il n'y a aussi pas de solution unique et ça on l'a beaucoup vu tout au long de ces 2 jours. Il faut effectivement accepter d'être sur des positions parfois plus équilibrées, de rentrer dans la nuance, d'avoir des réponses différentes selon les publics et qu'enfin c'est un sujet définitivement transversal qui va de l'agri à l'agro en passant par la restauration, la nutrition, la gastronomie et qu'on a besoin aussi pour engager les gens sur ces sujets complexes, de temps long, de réunir les gens et notamment lors de manifestations comme ça. Je pense que ça fait du sens. Donc ça c'est aussi un grand message, je pense que vous passez, le fait de davantage collaborer. En tout cas, je voudrais qu'on vous applaudisse tous les 4 avant de passer aux questions. Merci beaucoup. Après, pour refaire un petit tour quand même sur ces histoires de nouvelles tendances, hein, parce qu'elles sont quand même importantes et le sujet il est là aujourd'hui, c'est qu'on voit que finalement,
on a eu des périodes comme ça. Je pense que vous avez tous entendu parler de la cuisine moléculaire qui a pris une place importante dans notre façon de cuisiner. Alors, on l'a un peu mis de côté dernièrement, mais finalement, il y a quand même des bonnes choses qui sont arrivées, et notamment un produit comme l'agar-agar qu'on a gardé quand même dans notre façon de gélifier un aliment. Parce que finalement c'est naturel et il n'y a pas de porc dedans et il y a pas de c'est pas animal, donc finalement c'était pas si mal que ça. Derrière on a d'autres tendances comme la cuisine asiatique en général et notamment toute la partie Japon et pourquoi pas inclure la Chine dedans, parce que du coup il y a quand même des choses hyper intéressante et notamment sur la cuisine végétale sur ces cuisines-là, puisque du coup, voilà, c'est des choses qui nous ont aussi apporté beaucoup de bien finalement à la cuisine française. Et puis aujourd'hui, on se tourne un petit peu plus vers les pays nordiques. Alors, il y a de la fermentation à outrance et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas parce que voilà, déjà, je ne le digère pas. Et donc j'en fais pas du tout. Mais en tous les cas, ce qu'on peut retenir, c'est surtout la conservation de certains produits, notamment dans des solutions vinaigrées et notamment quelque chose comme une aigre douce en fait. Donc nous, on faisait nos cornichons il y a 20 ans, mais tout ça, ça s'est transformé avec des baies, avec des fleurs, notamment des boutons de pissenlit qu'on met comme ça en aigre douce. Donc voilà, il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Après, servir des choses qui sont daubées, quand elles sont daubées, quoi. Donc les mettre dans une poche sous vide et puis les faire gonfler et puis ensuite les consommer, ça c'est un truc qui pour moi, je suis désolé, mais voilà. Bon, certes, je me suis ouvert aux insectes, mais cette cuisine-là, j'ai beaucoup de mal. Et moi, quand je pars à Copenhague pendant une semaine, je reviens, j'ai l'impression d'être un bibendum, quoi. Je suis un ballon de baudruche et je mets une semaine à m'en remettre. Mais voilà, mais il y a des choses qui sont bonnes à retenir. Et je pense que de toutes ces influences, on aura toujours des choses qui seront bonnes à retenir. On voit qu'aujourd'hui, toute la cuisine sud-américaine commence à prendre une place aussi importante parce qu'ils ont aussi ce travail du végétal qui est superbe avec l'apport des herbes, l'apport des épices, en faisant des choses tout à fait raisonnables. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours des choses à prendre de ces nouvelles tendances et elles nous permettent de faire évoluer notre cuisine française. Ce qui est hyper intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'innovation, c'est pas forcément toujours créer des nouvelles choses, c'est aussi porter un regard nouveau sur les choses du passé, sur les choses existantes, les raconter différemment. Et là, il y a plein de possibilités, effectivement. Et puis que la meilleure cuisine, c'est la cuisine de notre grand-mère quand même. Question ? Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais vous proposer une observation plus qu'une question et peut-être continuer le débat. Ouvrir sous un autre angle qui est l'angle de la commensalité. Donc moi, je suis nutritionniste depuis une vingtaine d'années et je pose des questions que je ne posais pas avant parce que je me suis rendu compte que c'était nécessaire et c'est notamment autour de la commensalité. Et je pose de plus en plus la question aux gens, mais vous avez une table chez vous pour manger et de plus en plus, je suis étonnée de la réponse, à savoir non. Donc forcément, ça va conditionner la cuisine. Et puis, on voit aussi peut-être des tendances de déstructuration. Malheureusement, bien que le repas a été inscrit au patrimoine, on voit qu'il disparaît petit à petit. Et la question, l'ouverture que je me pose, c'est riche de la cuisine commerciale, de nos grands restaurants, où finalement, on est tous autour de la table dans un moment justement de commensalité, mais on ne mange pas forcément la même chose dans l'assiette. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, parce qu'il va y avoir un effet miroir avec la cuisine domestique, peut-être aussi un retour du même plat sur la table dans nos grands restaurants, peut-être plus tard, je ne sais pas, pour la cuisine du futur, mais pour nous aider, nous, à nous réinspirer de la cuisine de nos grands-mères, qui était aussi le plat au milieu de la table, que l'on partage et vivre la cuisine un petit peu ensemble sous cet angle-là aussi. Enfin, c'est peut-être un souhait de ma part
ou un vœu pieux pour l'avenir? En tout cas, je voudrais votre avis là-dessus. C'est pas qu'un souhait personnel, hein, puisque du coup aujourd'hui, on en parlait hier, mais il y a le retour des bouillons, il y a le retour justement des épiceries de villages où finalement on va manger un plat du jour et en même temps tout autour on va avoir d'autres produits qui vont pouvoir nous intéresser. Donc non, c'est une vraie belle réflexion. Je pense que c'est aussi important de revenir aux fondamentaux. Et c'est pour ça que hier, c'est ce que j'ai expliqué, finalement, on réinvente jamais la cuisine. On a l'impression de la réinventer, mais c'est vrai que c'est tellement important le soir de se poser autour d'une table et de manger un bon repas, quel qu'il soit, hein, et avec les moyens qu'on a. Mais en tous les cas, c'est sûr que c'est dommage de perdre cette notion-là. Et moi, j'y suis extrêmement attaché en tous les cas. On voit bien ce que vous mentionnez, c'est une tendance qui est déjà réelle dans la restauration commerciale. On voit depuis 10-15 ans de plus en plus de plats à partager. Souvent, c'est des entrées, mais c'est quelque chose qui n'existait pas autant il y a 10-15 ans, où on va se retrouver effectivement avec, voilà, c'est marqué plat à partager, ou alors beaucoup aussi de plats pour deux. On dit, voilà, c'est la côte de veau pour deux, c'est le bar entier pour deux. Donc on voit bien qu'il y a, voilà, il y a cette envie de partager un même plat. On n'en est pas encore effectivement au plat central comme à la cantine, enfin comme la cantine d'avant, parce que maintenant ça ne se fait plus. Mais c'est vrai que voilà, avant c'était le plat qui arrivait à table, et puis soit la cantinière, soit chacun se servait suivant l'âge qu'on avait. Mais on pourrait imaginer effectivement une restauration commerciale qui aille plus vers aussi cette expérience-là, parce que c'est une expérience. Après, il y a un certain nombre de restaurants qui jouent déjà avec ça, mais justement, ça fait le buzz souvent, comme on dit, parce que c'est encore un peu exceptionnel. Bonsoir. Moi, j'avais une question sur un sujet qui n'a, je pense, pas été abordé du tout de cette session de 2 jours. C'est comment réutiliser et pouvoir réutiliser les déchets de nos aliments. Les épluchures de légumes, de fruits, les restes de viande. Tout ça, c'est quelque chose qui est perdu, qui est abandonné, qui n'est pas recyclé dans la plupart des cas, et qui pourrait faire l'objet de recettes culinaires de réutilisation, non? Ouais. Après, on peut pousser à l'extrême, comme on peut le faire chez nous, hein. Par contre, dans un foyer à la maison, se retrouver à essayer d'aller jusqu'au bout, alors déjà, on a du mal à maîtriser le produit. Alors si en plus, on va jusqu'au bout à utiliser les épluchures et le maximum du bœuf ou même d'un poisson ou de quoi que ce soit, je pense que là, il faudrait aller encore plus loin dans la réflexion. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans une maison comme la mienne, ces produits-là, ils passent au déshydrateur et ensuite, ils sont réintégrés dans la terre, puisque du coup, on a 1,5 hectare de culture, hein. Donc on est complètement autonome aujourd'hui à Fleur de Loire. Les seules choses qui partent, hein, c'est le cartonnage, parce que malheureusement, avec les volumes qu'on a, on essaie d'y limiter, hein, mais puisque du coup on a quand même tout ce qui est livré par nos petits producteurs dans des bacs et ils repartent avec leurs bacs. Mais j'ai un hôtel et que malheureusement, quand vous avez des chaussons, des peignoirs, des choses comme ça, voilà, ils arrivent emballés dans du plastique encore, et ça c'est malheureux, mais au fur et à mesure on essaie d'éliminer cette partie-là. Mais en tous les cas, on a un déshydrateur de 100 litres qui nous permet dedans de broyer des déchets de poisson, de broyer des os, même des os de veau. Quand on fait les fonds, hein, on arrive en fait, il y a des grandes mâchoires qui nous permettent de broyer tout ça. Ça passe au déshydrateur pendant toute la nuit et le lendemain matin, c'est réintégré dans le jardin. C'est ni plus ni moins l'état de ce qu'on voit dans les champs là, qui sent mauvais. Ça, c'est des choses qui sont faites à grosse échelle industrielle, hein, mais c'est nos déchets alimentaires à nous qui sont triés dans des déchetteries et qui sont ensuite passés dans des énormes déshydrateurs. Nous, aujourd'hui, on est autonome, et on est complètement autonome à Fleur de Loire et on réutilise ces parties-là. Pour revenir sur vos déchets, malheureusement, il y a une partie qu'on peut traiter, hein, notamment sur tout ce qu'on épluche, sur les viandes et les choses comme ça, pour faire les jus et les choses, mais on arrive difficilement à faire à manger avec une épluchure de carottes et une épluchure d'oignon en l'occurrence. Donc on peut essayer de les valoriser, on peut essayer de faire des choses avec, mais on ne va pas réussir à s'alimenter en fait avec des épluchures.
Oui, alors moi je voudrais compléter à la fois pour la sphère domestique et la sphère commerciale. Il faut arrêter avec ce délire du zéro déchet. Je m'explique. Les épluchures de patates, d'oignons, de carottes, etc., leur meilleure place, c'est le compost. Il y a une espèce de fantasme aujourd'hui à vouloir systématiquement les réinjecter dans l'assiette. C'est une grosse connerie parce que déjà l'épluchure de patates, par exemple, c'est riche en alcaloïdes toxiques, donc ça c'est poubelle. J'en vois qui font des fonds de sauce avec des tiges de tomates, c'est hyper toxique, donc ça c'est compost. Il y en a qui vont chercher à réutiliser la peau des pommes, la peau des machins. Oui, si c'est bio, mais enfin en l'occurrence si c'est pas bio, c'est quand même là où il y a les pesticides. En soi, c'est pas un problème les pesticides, quand on lave bien un fruit ou quand on l'épluche, il n'y en a plus du tout. Mais par contre, il peut en rester sur l'épluchure. Donc se dire, il faut absolument que je réinjecte l'épluchure dans mon alimentation, c'est là où je vais trouver les pesticides ou les alcaloïdes naturels, qui sont de toute façon toxiques aussi, qui sont les pesticides naturels de la plante. Donc ce délire du, il faut absolument que j'utilise toutes les parties de la plante, c'est une connerie. Première chose. Deuxièmement, dans la restauration commerciale, cette fois-ci, il y a un espèce de fantasme là aussi, et moi, je forme beaucoup de cuisiniers, et parfois, ils vont jouer ce jeu-là en disant, ils vont bosser pendant 2 heures et puis ils vont présenter un poisson. Ils dire, regardez, alors j'ai pris la peau, j'ai levé la peau du maquereau, puis j'ai réussi à la déshydrater, puis après je l'ai fait frire, et puis après, etc. Effectivement, dans le plat, c'est très joli, on a une peau de poisson frite comme ça, et avec l'élève qui me dit, ben voilà, j'ai fait du zéro déchet, c'est écologique. Je dis, mais pour faire ton truc, tu as fait 2 heures de déshydrateur, tu as fait un bain de friture avec 3 litres d'huile, etc. Une empreinte carbone de malade pour avoir un chips de peau de poisson frite, quoi. Il y a un moment, pareil pour les petites racines de poireaux, c'est pareil, en les traitant bien, on peut en faire un truc croustillant, rigolo à l'assiette, mais d'un point de vue empreinte environnementale, c'est catastrophique. Donc il y a un moment, il faut arrêter, il faut juste accepter que dans le monde végétal auquel on a accès, il y a des trucs qu'on a envie de manger, qui sont facilement valorisables, et puis d'autres, le compost, c'est parfait pour ça, parce que le compost, c'est une manière de recycler qui est extraordinaire, beaucoup plus légitime et efficace que d'essayer de le foutre dans l'assiette, quoi. Donc arrêtons avec ça. Les plantes nous offrent des choses merveilleuses à manger, d'autres choses qu'on n'a pas envie de manger. Sachons faire la différence et arrêtons de vouloir tout bouffer, quoi. Autre question? Est-ce que le fait que les jeunes mangent de moins en moins bien, c'est aussi dû au fait que l'alimentation coûte de plus en plus cher? Pareil aussi pour les appareils pour faire la cuisine, etc. Ça c'est un sujet que j'adore parce que j'en ai parlé hier. À mon époque, on économisait en fait et on faisait attention à nos dépenses et même si on n'avait pas un salaire de dingue, on arrivait quand même à économiser de l'argent tous les mois. Aujourd'hui, dans n'importe quel foyer qu'on peut prendre, mais alors vraiment n'importe lequel, hein, je pense que même les gens qui sont au RSA, on a un portable, on a une télé et on a une voiture en leasing. Un truc qui n'existait même pas et voilà, ça nous a inondés et voilà. Donc quelles sont finalement les priorités? Là, on ne parle même pas de soucis pour s'alimenter, on va parler de priorités dans la vie. Est-ce que la priorité, c'est d'avoir le plus beau sac à main, la plus belle voiture et le plus beau téléphone, ou est-ce que la priorité de notre travail, c'est de s'acheter une maison et de s'alimenter? Et je pense que sincèrement, voilà, certes, ça peut être quand même un souci financier pour certains, mais je pense que surtout les priorités aujourd'hui, elles ne sont plus les mêmes que celles qu'il y a 20 ans, et c'est dommage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en colère parfois quand je vois les façons de... Il y a 20 ans, on ne gagnait pas l'argent qu'on gagne aujourd'hui, quoi. Moi, j'ai commencé comme commis, j'avais même pas le SMIC. Alors, et c'est pas pour ça que j'étais malheureux, quoi. J'avais un petit studio de 18 mètres carrés et je travaillais tout le temps. Donc, sincèrement, l'argent que j'avais, je l'économisais, hein. Après, le problème, la population étudiante, c'est un peu une population à part. Il y a une vraie précarité étudiante qui est un autre sujet que, effectivement, le choix que tu mentionnais, effectivement. On sait que c'est un... Alors, il y a un levier d'action auprès des Crous, bien entendu, et ça, on en parle en permanence. C'est des chantiers qui sont mis en œuvre avec le fameux repas à 1 euro, etc., qui sont pour moi des sujets extrêmement importants parce qu'effectivement, cette précarité, on la voit. Après, dire que les jeunes aujourd'hui mangent moins bien, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. Parce que justement, il y a quand même aussi cette tendance, au-delà de ces problèmes de pouvoir d'achat, il y a quand même cette prise de conscience généralisée. Je vois à travers, alors c'est un prisme de certains milieux, je prends le milieu des jeunes qui font du sport, pas tous les jeunes, mais il y a de plus en plus de contextes dans lesquels
par exemple, si je prends l'escalade, qui est un sport très à la mode, partout dans toutes les villes, il y a des salles d'escalade qui s'ouvrent. Et c'est très intéressant à regarder parce que systématiquement, toutes ces chaînes développent des restaurants. Quand on regarde les restaurants, mais c'est extrêmement bien fait. Donc c'est une population très jeune. Mais c'est alors ça va être des burgers, mais des burgers avec le steak végétal, bio. Beaucoup de restaurants sont labellisés Écotable. Donc c'est des restaurants fréquentés par, alors jeunes, c'est peut-être pas forcément des étudiants, c'est des 15-30 ans, voilà, on va dire. Ça, je considère que ça reste encore jeune. Et on voit une amélioration et une tendance à avoir une offre extrêmement qualitative dans le souci du bien manger. Et alors bien sûr c'est une population de sportifs, donc on dira ok c'est lié, manger, bouger, ceux qui font du sport c'est ceux qui prennent soin d'eux et donc ils vont chercher à bien s'alimenter. Si étant on est clairement sur des populations voilà, de jeunes qui aujourd'hui veulent fréquenter des endroits dans lesquels on puisse effectivement bien manger et bien manger pour pas cher, parce que quand je dis pour pas cher on peut manger pour 15 € dans ces... Voilà, ce qui reste. Alors c'est cher au quotidien évidemment, je dis pas ça, mais je veux dire quand c'est la sortie du week-end on peut le faire. La vraie question que je pose, c'est est-ce que la jeune population étudiante s'est posé la question de savoir est-ce que ça coûtait moins cher de faire soi-même que de récupérer par Uber? C'est ça le drame en fait. Il y a tellement d'offres, propositions et d'offres alléchantes de ne pas cuisiner, se faire livrer quand je veux, à l'heure que je veux, parce que maintenant c'est n'importe quand, n'importe comment, qu'en fait, quelle est la part de flemme qui est venue draguer cette nouvelle proposition de restauration à livrer ou à emporter, qui a fait que la détermination de faire les choses n'existe plus. Moi, c'est ce que j'observe et que je trouve extrêmement dramatique, parce que le débat d'avant en parlait, les légumineuses, ça coûte pas cher, on peut se faire à manger pour très peu cher, très facilement, et même vous parliez des machines qui nous permettent de faire à manger dont on a parlé tout à l'heure. Lidl avait sorti un robot à 3 fois rien qui marche très bien et qui est très robuste. Donc, je pense, à mon avis, le débat s'est déplacé au mauvais endroit. Il faut avoir accès quand même. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont même pas cet accès-là. C'est-à-dire que le four et la plaque, enfin, je veux dire, le frigo et la plaque, il faut les avoir. Et ben, il y a 40% d'étudiants qui ne les ont pas. Donc après, ça nécessite de mettre en œuvre, on en a parlé dans une des tables rondes, éventuellement des cuisines collectives, auxquelles les étudiants puissent avoir accès pour justement avoir ce levier, ce loisir de pouvoir se cuisiner ces lentilles et autres. Il y a une question juste devant. Oui, bonjour. Pour compléter ce que vous dites, moi j'ai une équation qui est imparable, qui est le temps, la qualité, l'argent. Et il faut soit le temps, soit l'argent. Et les étudiants, ils n'ont ni le temps, ni l'argent. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mal. Et je pense que, enfin, d'abord, même dans les étudiants, on ne peut pas globaliser, mais les étudiants, effectivement, n'ayant ni le temps ni l'argent, ils ne mangent pas ce que vous dites. Ils vont acheter des packs de nouilles chinoises et ils se font de l'eau chaude et ils mangent des nouilles chinoises. Donc après, il y a peut-être des choses à faire. Effectivement, moi, je crois au collectif, mais aujourd'hui, il n'y a pas des cuisines collectives dans les villes pour que les gens puissent cuisiner. Donc je pense que c'est pas si simple que ça de cuisiner des légumineuses. Il faut revenir au thermopylôme antique. Il y a 2000 ans, on faisait ça à Pompéi. On a déterré sous les cendres des cuisines collectives où les gens venaient cuire leur pain, préparer parce qu'ils n'avaient pas de cuisine chez eux, parce que personne n'avait de cuisine dans son foyer. Et puis ça fonctionnait très bien. Alors, ça veut pas dire que c'était mieux avant, mais il y a sans doute des choses à remettre en place. Moi, j'ai mangé du bolino étant jeune, et ça m'a pas posé de problème. Mais le bolino, c'est l'équivalent effectivement, ce que tu mentionnais, Ariane, c'est des nouilles chinoises, ça coûte 1,50 €, on met de l'eau chaude et boum. Ah, mais ça remonte il y a 30 ans. Je pense quand même que les étudiants, ils ont plus de temps qu'une jeune mère au foyer qui a 2 enfants et qui bosse, juste pour précision. Il y a 30 ans, ça s'appelait bolino, maintenant, c'est marqué en coréen maintenant. Mais c'est pareil. C'est de l'umami, en fait. C'est de l'umami, tu mets de l'eau, c'est de l'umami, et voilà. C'est de la K-food. Autre question? Oui, ici, s'il vous plaît. Merci. Vous avez évoqué des pistes de tendance culinaire à 20 ans. Vous l'avez évoqué, je trouve, de manière fort rationnelle. C'est-à-dire qu'on a parlé de prix, on a parlé de bilan carbone, on a parlé de technologie, comme si on mangeait de manière rationnelle. Et on sait quand même que c'est le plaisir qui est probablement le premier moteur du choix de notre nourriture. Alors bien sûr, il faut de l'argent, il faut de la technologie, etc. Et donc, quelle est la dimension pour vous, je dirais, de cet irrationnel, de ce fantasme, de cette cuisine rêvée, de ces scénarios culinaires? Merci pour la remarque, parce que c'est effectivement, on l'a un peu oublié dans les échanges, et c'est pourtant un point que je mets souvent en avant lors de mes rencontres.
Effectivement, aujourd'hui, on voit que parfois les industriels aussi se concentrent sur quelques produits en fait qui deviennent dominants pour des raisons de prix, pour des raisons d'approvisionnement, etc. Alors que l'éventail de possibilités est beaucoup plus large. Et aujourd'hui, par exemple, la production d'insectes se concentre sur 4 espèces, alors qu'il y a plus d'1 million d'espèces d'insectes décrites, et on sait qu'il y en a certainement plus 5 à 8 millions qui existent. Et donc nous, on travaille sur ces questions-là justement, parce qu'au bout du bout, ce qui compte, c'est le goût, effectivement. Et chaque insecte a ses particularités, a ses saveurs particulières. Après, il peut être décliné sous forme de différentes recettes, mais effectivement, on est dans cette recherche-là d'aller chercher quel est le goût spécifique de chaque espèce en fonction de ce qu'il mange, en fonction de comment il est élevé, etc. Parce qu'il y a aussi des potentialités à ce niveau-là, et c'est un levier important, effectivement. C'est un levier, c'est potentiellement un frein. Parce que quand tu mentionnes le goût, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, combien même j'aurais pris conscience que manger 200 grammes de viande par jour, c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour mon corps, et que me servir un verre de vin rouge avec ça, c'est pas forcément bon parce que c'est de l'alcool et donc c'est cancérigène. Je le sais, c'est ce que j'enseigne à la fac de médecine. Pourtant, tous les jours, je consomme de la viande et je bois du vin. Parce que c'est le plaisir, effectivement. Et donc, ça veut dire que on est pris dans cette injonction contradictoire, des choses qu'on a envie, soit par culture, soit par goût personnel, pour tout un tas de phénomènes, éducation, etc. Et puis, ces injonctions que l'on entend, très rationnelles, c'est tel empreinte, c'est tel coût carbone, c'est tel impact sur la biodiversité, c'est tel taux de cancer en plus pour tel type d'aliment, etc. Et il faut intégrer tout ça et essayer de s'en sortir sans trop se prendre la tête, mais en se la prenant quand même un petit peu, parce que, mine de rien, voilà, on est quand même citoyen du monde et quelques responsabilités à avoir. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a, il y a le rationnel et l'irrationnel qui sont en conflit permanent. Il faut juste mettre chacun met son curseur un peu où il veut. Donc il y a le côté très égoïste, quand dire je m'en fous, c'est mon plaisir avant tout. Il y a le côté orthorexique qui va se dire il faut que je fasse ceci, cela, sinon je vais en enfer. Et puis entre les deux, il faut imaginer qu'il y a une espèce de ventre mou dans lequel chacun se positionne un peu comme il peut et ou comme il veut quand il a la chance de pouvoir le faire. Eh bien, encore merci à tous et à toutes.